Alors, le pouvoir du code, effectivement, Lawrence Lessig l'a très bien, il l'a dit d'une formule très frappante et qui est restée. Il a dit « Code is law ». Et code is law, ça veut dire, en fait, maintenant, l'informatique a pris une telle place dans nos vies et nos existences qu'il y a plein de choses qui ne sont plus régulées par la loi ou par des choses que l'on connaît bien, mais qui sont régulées en fait par le code. D'où cet enjeu qu'il y a à avoir une certaine transparence du code, une certaine transparence de l'informatique, une certaine transparence des algorithmes, parce que de plus en plus, ça a un impact très fort sur nos vies. Et donc c'est en ce sens-là que, encore une fois, que Lessig dit « code is law », parce qu'il y a une régulation qui est faite par le code, qui est faite par l'informatique. Et donc en tant que citoyen, on devrait avoir peut-être notre mot à dire sur les critères qui sont ceux de cette régulation. On est au cœur d'une bataille du libre parce qu'il y a des formes de contrôle de plus en plus oligopolistiques de l'information, de la connaissance et du code. Alors c'est à la fois ce qui peut se jouer dans le cadre de la publication scientifique avec la domination de 3-4 éditeurs scientifiques au niveau mondial. C'est ce qui peut se jouer évidemment au niveau des fameux GAFA, cet oligopole d'Internet qui de plus en plus recentralise Internet et dicte en fait ces conditions en fonction de leur business model aux internautes. Donc pourquoi est-ce qu'il y a une bataille du libre? Je dirais en fait parce qu'il y a une nécessité, à mon avis actuelle, de lutter contre l'accaparement de certaines ressources, et notamment des ressources informationnelles ou des ressources du code par quelques acteurs. Et donc c'est ça qu'on voit très clairement dans le monde numérique. Et donc c'est en cela que le libre est une alternative porteuse d'espoir finalement pour réussir à contrer cette concentration de savoir et aussi de pouvoir. Pour Richard Stallman, dès le départ, le logiciel libre, c'est un mouvement social. Et lui, c'est comme ça qu'il le décrit. C'est vraiment la volonté de défendre certaines valeurs, ces valeurs de partage, de collaboration entre informaticiens, et puis de défendre les libertés des utilisateurs contre le pouvoir des grandes entreprises du logiciel propriétaire. Stallman, il est à un moment au début des années 80 qui est le moment où on commence à avoir ce grand mouvement qui ensuite va s'amplifier, se généraliser de privatisation de l'information et de la connaissance. C'est vrai qu'un des premiers objets sur lesquels ce mouvement se déploie, ce sont les logiciels. Et donc Stallman, il comprend ça à travers sa pratique professionnelle et ce qu'il comprend un peu avant les autres, c'est qu'il y a ce mouvement qui s'enclenche de privatisation de l'information et de la connaissance. Que lui, il est un des premiers à trouver que c'est dangereux, qu'il y a des questions de principe là, qui sont importantes et qu'il faut défendre. Et puis aussi, bon, vu qu'il est informaticien, c'est le moment où l'informatique se démocratise et il comprend aussi que l'informatique, ça va devenir une chose de plus en plus importante, qui va prendre un rôle de plus en plus central dans nos vies. Et donc laisser ce pouvoir grandissant de l'informatique entre les mains de quelques entreprises, de quelques multinationales, et bien là, il y a un danger potentiel. Il y a une prise de conscience déjà qui s'opère dans les années 90, qui est de dire en fait, on a plein d'objets qui étaient considérés comme séparés, n'ayant pas beaucoup de rapport entre eux, entre les semences, entre les médicaments, entre les logiciels, entre les publications scientifiques. Et en fait, ces choses-là ont plus de rapport qu'on ne le croit, puisque pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que finalement, fondamentalement, dans un monde numérique, ces choses-là, on peut dire c'est de l'information. La molécule d'un médicament, une semence, un code source d'un logiciel, tout ça en fait c'est de l'information, c'est des 0 et des 1. Une fois que c'est numérisé, tout ça c'est de l'information. Et puis d'autre part, tous ces objets sont en fait l'objet d'un même mouvement, alors qui va être appelé par James Boyle le deuxième mouvement des enclosures, c'est-à-dire ce grand mouvement de propriétarisation ou de privatisation de l'information ou plus largement de la connaissance. Disons que ce renforcement de la propriété intellectuelle, il correspond aussi à un moment de mutation du capitalisme, finalement, où on sort du capitalisme industriel, pour le dire vite, on rentre dans autre chose, cette fameuse économie de la connaissance, ce capitalisme cognitif, et donc en tout cas, l'information et la connaissance acquièrent une importance économique absolument fondamentale. Et puis c'est vrai qu'à ce moment-là, on a des évolutions juridiques qui sont finalement concordantes dans la mesure où elles amènent toutes à cette même privatisation de l'information et de la connaissance. Alors on a différentes choses, hein. On a l'encouragement depuis les années 80, on encourage les universités aux États-Unis à breveter par exemple leurs découvertes. Ensuite on a
On commence à pouvoir breveter les micro-organismes. Et puis dans le même temps, on va allonger la durée des droits d'auteur et des copyrights, et bon, etc. Donc il y a en fait tous ces mouvements à la fois d'extension de la brevetabilité, d'allongement de la durée du droit d'auteur et du copyright, puis ensuite de criminalisation aussi ensuite du partage en ligne avec toutes les lois qu'on connaît en France qui ont culminé avec Hadopi. Et donc c'est vrai qu'il y a des gens qui commencent à se dire dans les années 2000, bon voilà, tout ça en fait ça fait système, ça fait sens, c'est un grand mouvement effectivement où une élite, ou en tout cas un certain nombre d'acteurs économiques vont s'accaparer de manière privative l'information et la connaissance, et donc il faut résister. Et donc le libre, c'est vraiment mettre en valeur ces principes de partage, de collaboration, de résistance face à la privatisation de l'information et de la connaissance, plutôt que le logiciel libre en tant que tel, en tant que mouvement particulier et singulier. Ce qui est très intéressant dans le libre, dans cette bataille du libre, c'est qu'effectivement, on construit des alternatives. Et donc le libre, comme les communs, c'est une manière de proposer autre chose, de proposer des alternatives par rapport à celles qui nous sont fournies, notamment par les grands acteurs du web et du numérique.